La nature est-elle source d'inspiration? Mais très certainement. Nicole Dossin-Julien est conteuse professionnelle depuis 30 ans. Elle intervient en médiathèque, dans les musées, les cinémas, mais aussi les centres socio-culturels, les prisons ou les EHPAD. Elle pense le conte comme une parole philosophique et une invitation à réfléchir la vie. On écoute tout de suite son conte traditionnel revu, corrigé et mis à sa bouche. Il était une fois... C'était il y a longtemps. Il était une fois, loin d'ici, dans une forêt d'Alsace, un bûcheron qui aimait bien son métier. Heureusement dites, parce qu'il avait une femme et 10 enfants à nourrir. Un jour, c'était un soir. Il avait bien travaillé, il s'est senti fatigué. Il s'est dit qu'il était temps de rentrer chez lui. Sa hache à la main, son sac à l'épaule, il a posé ses pieds tranquillement sur le chemin. Tranquillement, oui, mais pas longtemps. Pourquoi? Parce que ce soir-là, le brouillard est venu. Et dans ce brouillard, son chemin s'est perdu. C'est pas grave, qui s'est dit le bûcheron. La forêt, je la connais comme ma poche. Je n'ai qu'à avancer en regardant le bout de mes souliers. Et c'est ainsi qu'il a fait quelques pas et d'autres encore. Tout à coup, au brouillard levé, disparu, il s'est retrouvé bel et bien perdu. Au-dessus de sa tête, la lune qui brille et les étoiles. Devant lui, une colline toute verte. Et sur la colline toute verte, les ruines d'un vieux château inconnu. Au pied des ruines, quelque chose de rouge, quelque chose qui bouge. Il s'étonne, s'approche, s'étonne encore. Il y a là par centaines, il y a là par milliers, quelque chose de rouge, quelque chose qui bouge. Des coquelicots, non? Des lutins? C'est rigolo, mais ça n'est pas ça. Il y a là des centaines et peut-être même des milliers de coccinelles. Oh ben, des coccinelles, il en a vu dans sa vie d'homme. Mais autant, rassemblés comme ça, jamais. Alors il se dit que quand il va en parler à ses enfants tout à l'heure à la maison, peut-être que ses enfants ne le croiront pas. C'est donc en pensant à ces petits qu'il ramasse délicatement 2 grosses poignées de coccinelles. Les coccinelles dans son sac, le sac à l'épaule, la hache à la main, et lui qui s'en va tranquillement par le chemin. Il s'en va tranquillement puisqu'il n'y a plus de brouillard. Mais tout de même, il faut qu'il fasse attention parce qu'à quelques mètres de là, à sa droite, il y a un gouffre profond. Il marche et tous les 10 pas, il redresse le sac sur son épaule. Il marche et tous les 5 pas, redresse le sac sur son épaule. Et tous les pas, redresse le sac sur son épaule. Le sac est devenu lourd, si lourd que lui, le bûcheron, il en a mal à l'épaule. Pourtant, 2 poignées de coccinelles, c'est léger comme la moitié de la moitié d'une plume. Le sac est si lourd qu'il en a mal à l'épaule. Lui qui n'a jamais connu la peur, elle le prend par les pieds, il ne peut plus marcher. Elle le prend par les jambes, il ne peut plus bouger. La peur lui monte jusqu'à la tête et lui brouille la comprenette. Drôle de jour, ce brouillard, ce chemin perdu, ce vieux château, ces coccinelles, diablerie, diablerie! Et sans réfléchir, hélas, et sans réfléchir, hélas, il ouvre le sac et le vide dans le gouffre.
Des coccinelles qu'on libère d'un sac s'envolent. Elles tombent. Des coccinelles qu'on libère d'un sac s'envolent avec un petit bruit discret. Elles tombent et il entend distinctement gling, 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 gling. Il regarde en bas, tout en bas, ça brille fort, ça brille si fort que l'on dirait de l'or. C'est de l'or. Les coccinelles dans son sac s'étaient transformées en pièces d'or. Oui, mais descendre, il faudrait être fou. Et puis, s'il arrive vivant en bas, remonter, c'est impossible. Alors il se souvient heureusement, et peut-être vous aussi, des autres coccinelles. Vite, il retourne et retrouve tout. La lune qui brille et les étoiles. La colline toute verte. Sur la colline toute verte, les ruines du vieux château. Mais au pied des ruines, plus rien de rouge, plus rien qui bouge. Les coccinelles se sont toutes envolées. Ça l'a rendu furieux. Il a tapé du pied contre les pierres. Ah, c'était injuste, c'était trop injuste. Puis, comme il avait bon cœur et bon esprit, eh bien, il s'est calmé. Il a souri. Il s'est dit, trésor vu, trésor perdu. Au moins, j'ai une bonne histoire à raconter à mes enfants. Il est rentré chez lui. Et chez lui, autour de la longue table, il a invité sa femme et ses enfants. Après, il leur a raconté sa journée, son étonnante journée. Comment il avait bien travaillé, comment il s'était senti fatigué, le brouillard, le chemin perdu, enfin, tout ce que vous savez maintenant. Cette histoire, il l'a racontée plusieurs fois tout au long de l'année qui a suivi, et même plusieurs fois tout au long des années qui ont suivi, et même jusqu'à ce que ses enfants devenus grands quittent un jour la maison. Savez-vous pourquoi il a tenu à raconter cette histoire si souvent et si longtemps? Parce que c'était une journée extraordinaire. Oui. Pour que ses enfants respectent les coccinelles. Ah oui aussi. Pour qu'ils s'en souviennent. Ah ah. Pour qu'ils s'en souviennent et que devenus parents, ils la racontent à leurs enfants. Qui, devenus parents, la raconteront à leurs enfants, qui la raconteront à leurs enfants, pour que cette histoire arrive en passant par vous tous ici aujourd'hui, pour que cette histoire arrive jusqu'à la fin des temps. Ah oui, d'accord, mais pourquoi voulait-il s'assurer que cette histoire arrive jusqu'à la fin des temps? C'est parce que dans cette histoire, il y a 2 trésors. Le premier trésor, c'est celui des pièces d'or. Mais si l'on en croit l'histoire, et il faut toujours croire les histoires, pour trouver ce trésor, il faut être homme. Désolé, mesdames. Il faut être homme, bûcheron. Désolé, messieurs. Homme, bûcheron, marié, avoir 10 enfants et se perdre un soir en forêt. Vous avouerez que c'est tout de même un petit peu compliqué. Le deuxième trésor, il est pour nous tous, et le voici. Il arrive parfois, oui, parfois, il arrive que la vie soit lourde, difficile, douloureuse, lourde comme un sac trop lourd à l'épaule. Pourtant, si dans ces jours-là, si dans ces heures-là, nous faisons tout de même un pas et puis un autre pas, tôt ou tard, ce poids-là se transformera en or. Savez-vous pourquoi la neige est blanche et non pas jaune, rouge, verte
ou bleu. Écoutez donc l'histoire. Tout au début du temps, quand le Créateur était encore enfant, il inventa le monde, et le monde était beau. Beau, mais encore invisible. Heureusement, le Créateur ne manquait pas d'idées, aussi il inventa tout aussitôt les couleurs. C'est ainsi que naquit le bleu, bleu du ciel et d'esprit, le bleu de l'infini. C'est ainsi que naquit le jaune, l'or du blé, du soleil, la joie sans vêtements. C'est ainsi que naquit le vert, le sacre du printemps, l'émeraude du temps. C'est ainsi que naquit le rouge, rouge comme sont les roses, rouge comme sont les pommes, rouge au cœur des amants. Et c'est ainsi que naquit le blanc, quand les couleurs s'épousent en noces de lumière. Pardon? Le noir? Ah non, je ne l'oublie pas, mais c'est juste une autre histoire. Donc, le Créateur colorie sa création, et la neige attend son tour, patiente et sage comme l'aile des anges. Mais quand ce fut le tour de la neige, il n'y avait plus de couleur pour elle. Le Créateur lui proposa alors de parcourir toute sa création et de choisir elle-même la couleur qui lui conviendrait le mieux. C'est ainsi que naissent les voyages. Aujourd'hui comme hier, aujourd'hui comme hier. La neige s'est tournée vers le ciel. Ciel bleu, si magnifiquement bleu, me donnerais-tu un peu de ta couleur? Le ciel n'a pas répondu. Peut-être n'avait-il pas entendu. Soleil jaune, si magnifiquement jaune, me donnerais-tu un peu de ta couleur? Le soleil n'a pas répondu. Peut-être n'avait-il pas entendu. Et c'est ainsi, et c'est comme ça que la neige est descendue vers la terre. Terre verte, si magnifiquement verte, me donnerais-tu un peu de ta couleur? Mais la terre n'a pas... Peut-être n'avait-elle pas entendu. Rose rouge, si magnifiquement rouge, me donnerais-tu un peu de ta couleur? La rose n'a pas... Peut-être n'avait-elle pas... Et c'est ainsi, et c'est comme ça que la neige est entrée dans la forêt. La neige dansait, la neige tombait, délicate et légère comme l'aile des anges, lorsqu'elle entendit la plainte d'une petite fleur blanche au pied d'un arbre. « Hélas, hélas !» disait la fleur, « les hommes m'ont oublié, ils ne m'ont pas donné de nom. »« Ah, tu n'as pas de nom, c'est triste, oui, mais moi c'est plus triste encore, je n'ai pas de couleur, on ne me voit pas. »« De la couleur, mais j'en ai plus qu'il n'en faut. Approche, approche-toi, et je t'en donnerai. » La neige s'est approchée de la fleur, et la fleur, généreuse comme une mère, l'a teintée goutte à goutte de sa blancheur. Voilà, vous savez maintenant pourquoi la neige est blanche, et non pas bleue, jaune, verte ou rouge. Aussi, si des enfants, en la voyant tomber par la fenêtre d'ici quelques heures, vous demandent pourquoi la neige est blanche, j'espère que vous saurez leur résumer l'histoire. Mais si les enfants demandent, car ils sont curieux, s'ils veulent savoir le nom de cette petite fleur blanche qui pousse au cœur de l'hiver, eh bien vous saurez la nommer Galanthus, avec un H après le T, ou bien encore Galante des neiges, toujours le H après le T. Vous pouvez la nommer aussi Violette d'Anjou, Cloche de la Chandeleur, Fleur de Marie, Larme d'Ève, ou plus simplement Perce-Neige, car la neige reconnaissante lui a donné son nom. Pour que la vie soit la vie, il faut le haut et le bas, il faut le chaud
et le froid, il faut l'hier et le demain, le dedans et le dehors, l'homme et la femme, le sel et le sucre. Il était une fois un petit vieux de sel et sa petite vieille de sucre. Ils vivaient tous les deux très heureux et très amoureux dans la même maison de sel et dans la même histoire d'amour. Enfin, très heureux jusqu'à ce matin. Jusqu'à ce matin où le petit vieux de sel s'est réveillé de très méchante humeur. Je ne sais pas pourquoi, parce que l'histoire ne le dit pas. Peut-être qu'il avait trop dormi, ou au contraire pas assez. Toujours est-il que tout ce que faisait la pauvre petite vieille de sucre et tout ce qu'elle ne faisait pas pareillement, l'irritait, l'agaçait, l'énervait. Si bien si tant que la colère l'a saisie. Il a pris la petite vieille de sucre, il l'a jetée dehors sur le chemin et il lui a dit: « Je ne veux plus te voir, tu m'irrites, tu m'agaces, tu m'énerves. Hors de ma vie, hors de ma vue. » Petite vieille de sucre, elle s'est retrouvée dehors sur le chemin, les bras ballants. Elle avait l'amour et le chagrin qui lui serraient le cœur. Sans comprendre, elle est partie et au bout du chemin, elle s'est construite une petite maison toute en terre et elle a attendu là 1 semaine. Elle se disait avec confiance: « Bon, je reviendrai à la fin de la semaine, le petit vieux mourira, le bonheur sera là. » C'est vrai quand même, c'est vrai qu'il a mauvais caractère, mais comme disait ma mère, c'est du bon fromage dans de la peau de chien. À la fin de la semaine, elle est revenue frapper à la porte de la maison de sel. Le petit vieux de sel n'avait pas décoléré. Il a refusé d'ouvrir et par la fenêtre: « Je te l'ai dit, je te le redis, hors de ma vie, hors de ma vue !» Petite vieille de sucre, elle le regardait comme ça. Elle avait le chagrin et l'amour qui lui écrasaient le cœur. Elle avait le chagrin qui lui serrait la gorge. Elle avait le chagrin qui montait jusqu'à ses yeux, mais elle ne pouvait pas pleurer puisqu'elle était en sucre. Alors, elle a regardé le ciel qui voit tout et qui peut presque tout, et elle lui a demandé de pleurer son chagrin. Et elle est rentrée dans sa maison, au bout du chemin. Le ciel a entendu la prière de la petite vieille de sucre. Il lui a répondu. Il a plu. La pluie, goutte à goutte, a traversé le toit de la maison de sel. Le petit vieux de sel s'est caché sous sa table en sel. La pluie, goutte à goutte, a traversé la table de sel. Le petit vieux de sel, ce pauvre nigo, est parti se cacher dans ses draps de sel. La pluie, goutte à goutte, a traversé les draps de sel et le petit vieux a senti la brûlure de l'eau, la brûlure de la douleur. Il est sorti de son lit, il a quitté sa maison, il a couru sur le chemin en essayant d'éviter les gouttes. Au bout du chemin, il a frappé à la porte de la petite maison de sucre. « Ouvre-moi, ouvre-moi, cette pluie me tue, cette pluie me troue, sauve-moi !» La petite vieille de sucre, bien à l'abri, l'a regardé tranquillement. « Qu'y a-t-il, mon ami ? Tu t'agites, tu t'agites. Quoi ? Entrer chez moi ? Mais tu n'y penses pas. Souviens-toi de ce que tu m'as dit. Tu m'irrites, tu m'agaces, tu m'énerves. Mon ami, tu resteras dehors. Je t'en prie, cette pluie me tue, cette pluie me troue. Sauve-moi !» Qu'est-ce qu'elle a fait à votre avis ? Pardon ? Vous dites qu'elle a ouvert la porte ? Vous avez raison, merci de sauver l'espérance, mais n'allons pas trop vite. D'abord, elle a écouté son cœur, et son cœur lui a dit « Tu l'aimes encore, tu l'aimes encore, tu l'aimes encore. » Alors oui, elle a ouvert la porte, elle a ouvert ses bras, et elle les a refermés sur lui. Et ils se sont embrassés longtemps. Oh, longtemps. Oh, longtemps. Et quand ils ont voulu se séparer, ils n'ont pas pu. Et oui, le petit vieux de sel avait été un peu mouillé, alors ils sont restés collés.
Mais le soleil est revenu, car le soleil revient toujours. Vous m'entendez? Au soleil revenu, il a séché et ils ont pu se séparer. Quelque chose avait changé, pour toujours et à jamais. Le petit vieux de sel avait maintenant la bouche en sucre. La petite vieille de sucre avait maintenant la bouche en sel. Ayant reçu chacun un peu l'un de l'autre. Un peu, c'est déjà bien. Ils se sont mieux compris et d'après ce que l'on m'a dit, ils ne se sont plus jamais disputés. Aussi, pour vos bonheurs confinés et déconfinés, voici mes souhaits. Un peu de sel et un peu de sucre. Longue vie aux valeurs du marché off. Edith de la Bakerstube, et je l'en remercie, m'a donné l'idée d'enregistrer des contes audio et de les mettre en ligne en contrepartie d'une petite participation d'un don pour soutenir mes actions au sein de C'est tout un art, mes actions en direction des publics fragilisés. Et j'ai très envie, au travers de cet hiver difficile, de pouvoir compter auprès de personnes sans domicile fixe ou de familles vulnérables. Donc, si vous souhaitez leur offrir, comme moi, un peu de rêve et d'imagination, car elles en ont besoin encore plus que nous, il vous suffit de vous rendre sur le site de mon association, C'est tout un art, de cliquer sur la page compte audiovisuel, et là, vous faites un don, les petits ruisseaux font les rivières, et au bout de 24 heures, vous recevez un lien pour découvrir des contes. Lui a donné son nom.